Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, imaginons un habitant de Rome qui se serait endormi au lendemain de l'avènement d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, pour se réveiller au même endroit 500 ans plus tard. Il serait passé d'une ville détruite par la guerre civile à une ville détruite par des invasions. Il serait passé d'une religion polythéiste à une religion monothéiste, certes, mais qui s'évertue à vénérer une série de saints de toutes sortes. Bref, très peu de changements. Assurément, notre Romain ne serait pas très dépaysé, sauf peut-être, cher Karl de Roux, par quelques libertés prises avec la grammaire latine. De même, imaginons un paysan grec de l'an 1000 qui se serait endormi à l'ombre de l'acropole et se réveillerait 800 ans plus tard, dérangé par des tirs de quelques brigands révolutionnaires. En dépit de quelques changements politiques, vestimentaires, de mœurs, d'armement, on ne peut prétendre que la vingtaine de générations qui séparent ces deux moments ait réussi à créer un profond dépaysement. Rapidement, notre paysan reprendrait le cours de sa vie antérieure. Mais imaginons un instant un membre français de l'expédition d'Égypte conduite par Napoléon qui aurait raté de peu, le 19 mai 1798, le départ de la flotte à Toulon pour cette extraordinaire campagne scientifico-politique. Imaginons que, de désespoir, il eût été plongé dans un profond coma dont il sortirait aujourd'hui par le talent d'un urgentiste présent dans la salle ou sur l'estrade, soit seulement à peine 218 ans plus tard pour se retrouver parmi nous. Alors là, quel dépaysement, quelle étrangeté. Un ciel traversé d'étranges engins propulsés qui ont amené ici des collègues des quatre coins du monde. La communication possible avec ces quatre coins du monde à travers un tout petit appareil au nom anglais dont on vous a demandé d'éteindre la sonnerie. Des images sur un écran qui projettent la vie à s'y tromper et parfois d'étranges histoires qu'on appelle des films et qui concrètement n'en sont même plus. Le cryptage nécessaire d'une foule d'informations stockées dans de grandes armoires connectées à d'autres écrans magiques. Bref, un monde totalement différent. En 1798, la population mondiale s'élevait à un peu moins d'1 milliard d'individus. Elle avait approximativement doublé en 3 siècles. 200 ans plus tard, elle est 7 fois plus nombreuse. En 1500, la valeur totale des biens et services produits par l'espèce humaine est estimée à 250 milliards de dollars actuels. Aujourd'hui, une année de production humaine avoisine les 60 billions de dollars. En 500 ans, la population mondiale a été multipliée par 14, la production par 240 et la consommation d'énergie par 115. Entre notre français du siècle des Lumières et aujourd'hui, que de changements. Une petite dizaine de cargos modernes sont capables de transporter tout le fret de toutes les flottes marchandes de l'époque. Un ordinateur peut contenir tous les livres de toutes les bibliothèques savantes des Lumières. La moindre grande banque gère plus d'argent que toutes les banques prémodernes réunies. Et que dire de ce voyage en Égypte qu'il vient de rater et qu'il n'est pas près de faire? Avant le XVIe siècle, personne, aucun humain n'avait fait le tour de la Terre. En 1873, Jules Verne
Imaginez que Phileas Fogg puisse lancer le pari de le faire en 80 jours, tandis qu'aujourd'hui, et certains le feront, en 48 heures, ça suffit. En 1798, Londres est la ville la plus peuplée au monde, avec environ 850 000 habitants. Aujourd'hui, c'est Tokyo, avec près de 40 millions d'habitants. Nous ne prenons peut-être pas suffisamment la mesure de cette évolution exponentielle de notre société. Or, la rapidité de cette évolution modifie notamment le sens à donner à l'imagination. Mais elle modifie aussi le rôle de la création. Je m'explique, plus le monde se développe, plus les innovations sont rapides, plus il est indispensable d'innover, de créer. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il faut innover et où la science elle-même a changé. Notre Romain du temps d'Auguste était confronté à un pouvoir qui finançait comme mécène, ce célèbre chevalier d'Étrurie, des poètes, éventuellement des chercheurs, pour asseoir le régime et renforcer l'empereur. Et quand un petit peu plus tard, Héron d'Alexandrie va découvrir la force motrice de la vapeur, sa découverte restera cantonnée dans le domaine de la curiosité et toute application qui risquerait de menacer d'ailleurs l'ordre social est hors de propos. Si la science et le pouvoir ont toujours tissé un lien particulier, la science moderne a pourtant modifié la nature de ce lien. Comme l'a montré Yuval Harari, la science moderne se distingue des traditions précédentes par 3 éléments majeurs. La reconnaissance de son ignorance. La science moderne repose sur le principe selon lequel nous ne connaissons pas tout et que même ce que l'on croit connaître aujourd'hui pourrait bien devoir être remis en cause par de nouvelles théories. Deuxièmement, par la place centrale des mathématiques. Troisièmement, par l'acquisition de nouveaux pouvoirs. La science débouche en effet sur la création de nouvelles technologies et pas seulement de nouveaux savoirs. Selon un principe cher à Francis Bacon, dans son manifeste scientifique Novum Organum, le nouvel outil, publié en 1620, la relation entre science et technologie est en réalité assez récente. Avant 1500, science et technique étaient des domaines totalement séparés. Et jusqu'au XIXe siècle, les souverains ne finançaient pas la recherche pour élaborer de nouvelles techniques. L'interaction forte de la science, de l'industrie et de la technologie militaire est liée à l'avènement de la révolution industrielle. Et cette révolution copernicienne, dans la nature de la recherche scientifique, est finalement assez bien traduite par l'expression célèbre d'Albert Einstein, « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Il est dès lors logique et même banal ou pléonastique pour une université de s'intéresser à l'innovation, à la création. Aussi, notre intention n'est-elle pas de dire que l'université innove, que l'université crée, mais bien de souligner le fait que l'innovation, la création sont au cœur de la vie moderne, qu'elles en sont une condition aussi importante que la tradition l'était pour les sociétés anciennes. La science aujourd'hui ne sert plus une tradition, un pouvoir établi, mais a pour ambition de modifier les conditions de vie. La perspective est totalement différente et le rythme de l'évolution que je décrivais tout à l'heure en découle. Dans le monde d'aujourd'hui, l'imagination, la création est plus importante que la connaissance, qui, largement diffusée, n'est plus le propre de l'université. C'est dès lors l'imagination qui constitue le moteur de notre évolution et la vraie force de nos universités. Nous avons donc choisi d'illustrer l'innovation, la création et de le faire selon un très large spectre. Le professeur Philipp Zimmermann traduit par son parcours l'importance du lien entre la science et la technologie, mais aussi l'impact de la technologie sur la vie privée des individus.
En honorant le professeur Tong Chang, c'est la littérature et la calligraphie que nous avons voulu mettre à l'honneur en cette année qui voit dans notre université l'installation d'un nouveau département de traduction et d'interprétation. Car le professeur Tong est un passeur, un grand connaisseur de la littérature francophone et même belge, et un traducteur particulièrement actif. Mais innover, c'est aussi faire la chasse aux idées reçues, critiquer telle ou telle organisation de la société, améliorer sans cesse les pratiques. Marianne Bertrand s'y est employée dans le domaine du marché du travail et des discriminations raciales ou de genre. Patrick Peloux, en médecin engagé, en urgentiste complet, en écrivain, en chroniqueur, n'a cessé de remettre en cause la tradition pour créer les conditions nouvelles d'un meilleur bien-être. Comme il y a 2 ans, lorsque nous avons décerné un doctorat honoris causa à Peter de Caluet et à Paul Dujardin, pour souligner la proximité entre le monde dit culturel et le monde dit académique, nous n'avons pas voulu oublier que ce qui rassemble ces 2 mondes, c'est précisément la création, dont l'impact sur le bien-être des gens peut être considérable. Il en va ainsi des créations d'Anne de Meulemeester ou des réalisations de Jaco van Dormael, qui illustrent également cette interaction permanente entre la création et le concret, entre la science et la technologie. Entre ces 6 personnalités remarquables, un fil rouge, le non-conformisme, le refus de la pensée unique, la défense de la liberté et la preuve qu'innover n'est plus seulement approfondir la tradition, mais penser en dehors de la boîte, en dehors du cadre, en d'autres termes, imaginer. C'est le 3e terme de notre thématique du jour, imaginer. C'est, selon nos dictionnaires, penser la réalité de quelque chose d'extérieur à soi-même. L'imagination est évidemment une condition indispensable à la création, à l'innovation, mais dans ce monde en hyper-évolution, où la réalité est sans cesse amenée à dépasser la fiction, l'imagination ne peut plus se limiter à penser de nouvelles technologies, à la Jules Verne. Elle doit surtout penser un monde meilleur. Or, évolution technologique et bien-être ne sont pas nécessairement synonymes. Nous le savons au moins depuis le 16 juillet 1945 à 5h29 du matin, quand les hommes de science américains firent exploser la première bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Ils donnaient ainsi à l'humanité la capacité de mettre fin à sa propre histoire. Dès lors, nous ne pouvons passer à côté de notre responsabilité morale et politique et croire que la science ne se réalise pleinement que dans son utilité et sa conversion technologique. Dans ce monde en croissance exponentielle, l'innovation doit désormais trouver une harmonie, s'évaluer en termes globaux. Mais que veut dire global pour une université? C'est travailler dans le multi-universitaire et dans le multidisciplinaire. L'enjeu sera de développer chaque institution pour qu'elle enrichisse un réseau auquel elle appartient et d'approfondir chaque discipline pour qu'elle enrichisse l'approche plurielle d'une question posée. Nous devons multiplier les convergences entre disciplines et sans doute tout particulièrement entre sciences exactes et sciences humaines et sociales. La globalisation est une réalité qui ne peut laisser en dehors l'exercice de la science, au risque de voir cette compartimentation disciplinaire nous jouer des tours. C'est un nouvel humanisme qu'il faut ainsi accomplir, non pas dans l'interdisciplinarité, comme si notre objectif n'était que de combler des interstices de la connaissance, mais bien dans la multidisciplinarité pour mieux comprendre un monde désormais et peut-être enfin global. Imaginez, penser la réalité de quelque chose d'extérieur à soi-même.
Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell above, no hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or anger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one.